Monte Carlo Riviera. Monte Carlo Riviera. Monte Carlo Riviera. Monte Carlo Riviera. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Monte Carlo Riviera. Pendant 3 jours, la principauté de Monaco a vécu à l'heure du métaverse. Ce monde virtuel en 3 dimensions qui mélange Internet nouvelle génération, réseaux sociaux et jeux vidéo. Le Metaverse Entertainment World Summit est l'occasion pour le monde de la tech de dévoiler les toutes dernières nouveautés et de découvrir les tendances d'un secteur en pleine expansion. Et vous allez le voir dans ce reportage, le Metaverse a désormais investi le secteur de la mode, de l'immobilier, du sport et du tourisme. Regardez ce reportage. Pendant 3 jours, Monaco est devenue la capitale du métaverse, ce monde virtuel immersif qui combine Internet et réalité augmentée. Plus de 300 participants venus du monde entier se sont donné rendez-vous dans la principauté. On a vu arriver à Monaco les acteurs majeurs de l'avenir de votre vie quotidienne. Je suis très ému parce qu'il y a des grandes sociétés qui ont profité et utilisé leur présence ici pour faire des annonces qui ont un impact sur la vie quotidienne de tout le monde. The metaverse, I explain it as it's a universe of virtual worlds. Over the last sort of 15, even say 20 years ago, there was companies creating 3D spaces that people as avatars could explore. What we now have, say the last 18 months, is we have the emergence of Web3 platforms operating on a blockchain, token-backed or running with cryptocurrencies. And these are platforms which are attempting to create virtual worlds that have economies built on a blockchain. So there's more of a financial reason to engage. That the platforms which will succeed in Web3 are those that focus on specific genres. We call them vertical worlds. Focus on football, focus on fishing, focus on food and the entire user experience, the economy, the events, even the avatar clothing or the accessories are built towards the niches. If you give a brand's advocate, fans of a brand, if you give them the ability to create themselves underneath the umbrella of the brand, it's like gold dust for companies. Monaco a toujours été en pointe dans l'utilisation du digital, dans l'urbanisme, la santé, l'environnement, mais aussi dans l'éducation. Aujourd'hui, Monaco est par exemple le premier pays où chaque élève de 3 à 18 ans apprend le coding 1 heure par semaine. Économie, santé, éducation, je pense que c'est de là d'où viendront les principales innovations dans la technologie pour la principauté. Il y a vraiment depuis maintenant près de 5 ans une vraie volonté de faire de la transition digitale, numérique, mais également de la transition écologique. Comme vous le savez certainement, Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, souhaite vraiment qu'on œuvre sur ces 2 leviers, qu'on apporte aussi des projets, des entreprises issues du monde écologique, qu'on ait les plus hauts standards sur l'environnement, sur non seulement la construction et l'immobilier, mais également sur la technologie. Donc on œuvre sur ces 2 leviers pour notre développement économique et on n'oublie pas que voilà, l'un ne marche pas sans l'autre. Le métaverse, grâce à l'utilisation de la blockchain, va également changer nos modes de consommation, d'achat ou tout simplement de faire du tourisme. Quels sont les meilleurs endroits à visiter à Monaco? Voici quelques-uns des meilleurs endroits à découvrir à Monaco. 1. Le Palais Princier de Monaco. Pour moi aujourd'hui, la vraie avancée technologique de la blockchain, ça va être le fait que par exemple demain vous voulez acheter un produit, vous n'avez jamais plus besoin d'être en magasin, vous pouvez l'avoir sous forme d'hologramme, vous pouvez l'essayer peut-être en temps réel, directement par le fait d'un NFT ou d'une transaction sur la blockchain, vous pouvez le recevoir chez vous, tout en passant par des smart contracts, sans jamais avoir besoin de repasser par des interlocuteurs ou avoir toutes ces choses un peu chronophages qu'on a jusqu'à présent. Je pense que la blockchain peut répondre à une efficacité, en tout cas dans le parcours client aussi, et c'est clairement là-dessus qu'on se projette. La joaillerie de luxe s'est également emparée du métaverse. On peut désormais acheter le jumeau numérique de son bijou en 3D ou le faire porter par son avatar. Nous avons une collection en or 18 carats, en diamants, en pierres précieuses et nous avons aussi à l'aspect 360 degrés Web3, c'est-à-dire qu'on a le certificat blockchain pour les pièces, le digital twin, donc le jumeau numérique
Quand on achète la pièce, on peut la voir en 3D, donc on peut l'essayer, on peut la regarder sous toutes ses coutures. À l'aspect aussi du certificat blockchain, on peut avoir la traçabilité, en fait, d'où est-ce que les pièces sont fournies, où est le sourcing des pierres, l'histoire qui va autour donc, de la pièce, et également le collectible, donc on dit le wearable pour les avatars. Grâce aux NFT, ces objets numériques authentifiés, on peut maintenant monétiser les artistes et les créateurs. Notre mission, c'est vraiment de supporter les créateurs de partout et surtout leur permettre de monétiser le contenu qu'ils créent. Parce que par le biais de ce contenu, en fait, très souvent dans le Web 2, les plateformes ont bénéficié du contenu apporté par les utilisateurs et l'ont monétisé, mais ce sont vraiment les plateformes qui ont tiré la plus grande partie du revenu. Ce ne sont pas les utilisateurs, créateurs, alors que ce sont eux qui ont finalement apporté cette valeur. Dans le Web 3 et dans Sandbox, notre but c'est que 95% de la valeur qui est générée par les créateurs et les utilisateurs retourne aux utilisateurs. Donc nous, on ne touche seulement que 5% de transactions à chaque fois qu'un utilisateur va acheter soit à la plateforme un contenu officiel d'une marque, soit à un autre utilisateur, puisque les utilisateurs peuvent s'acheter et se vendre des contenus en direct, ce qui donne naissance à une économie numérique complète. Un NFT, c'est la preuve d'une transaction d'un point A à un point B. Que cette transaction soit l'envoi d'un SMS, d'un email ou juste la transaction d'une image qui vous fait plaisir et qui me fait plaisir. Donc à partir du moment où on comprend que c'est une technologie, on ne peut pas se poser la question si on est pour ou contre. On est pour ou contre de son impact. Ça, à la rigueur, on peut en discuter. Est-ce qu'on est pour le fait que des gens achètent des singes à $1,5 million, des photos de singes? Alors à ce moment-là, est-ce qu'on est pour ou contre que quelqu'un achète un Picasso à $300 millions, les Dames d'Alger? Littéralement, un NFT, c'est ce qu'on appelle un jeton non fongible. Pour vous donner une image, si on prend 2 billets de 100 € avec le même numéro de série, l'un est fongible car il a son identique. Si je le signe à la main, celui de gauche devient non fongible. Je ne peux pas le répliquer. Si on va un tout petit peu plus loin, il y a une technologie derrière qui s'appelle la blockchain qui fait que si je prends ce billet et que je vous le donne, il y a une preuve irréfutable sur un grand livre comptable qui s'appelle la blockchain que ce billet est parti de chez moi vers chez vous. Pour aller un tout petit peu plus loin, aujourd'hui tout le monde est en train de parler d'intelligence artificielle et de ce mouvement incroyable qu'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, avec une intelligence artificielle, on pourrait répliquer cet entretien à l'identique, visuellement et de manière audible, et on ne saurait pas quel est le faux du vrai. Un NFT demain pourrait faire que vous pourriez cliquer sur un bouton et prouver que c'est vous qui avez créé ce contenu. Donc le NFT avec l'intelligence artificielle prend tout son sens, car il vient prouver la transaction, que ce soit un email, un SMS comme je disais encore tout à l'heure, ou une image d'un point A vers un point B. Prenons une Fiat 500. Okay, une Fiat 500, ça vaut aujourd'hui sur le marché 10 000 €. Si demain on fait dessiner Picasso sur cette Fiat 500, elle n'a plus le même prix. Mais ça reste une voiture qui vous emmène d'un point A à un point B. Mais dans l'inconscient collectif, on accepte. Donc ce qui s'est passé avec les NFT, c'est la même chose. On a pris une transaction d'un point A vers un point B, on lui a mis une image et ça a eu une valeur marchande. Mais ça ne change pas l'utilité. Ça ne change pas le fait que ça sert à quelque chose et qu'aujourd'hui on vit dans une société où on a besoin de cette chose. On a besoin de pouvoir tracer les choses. On a besoin de savoir s'il y a véracité entre l'échange que nous avons. Données personnelles, droits d'auteur, ce nouveau monde numérique doit aussi trouver ses marques du point de vue juridique et réglementaire. L'enjeu principal, c'est de trouver un équilibre entre le besoin de protection de la vie privée des individus et le nécessaire développement du métaverse qui nécessite de traiter beaucoup de données personnelles puisque ça fait partie des caractéristiques du métaverse. Je pense qu'en matière de droit d'auteur, l'arsenal qui existe aujourd'hui permet de bien protéger l'ensemble des éléments créatifs qui peuvent exister sur le métaverse. Il y a eu des décisions récentes en matière de propriété industrielle, notamment de marques, qui ont protégé les titulaires de droits face à des exploitations non autorisées en matière de métaverse. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a un arsenal qui est relativement riche. Il y a peut-être des choses sur lesquelles il faut encore un peu réfléchir pour bien l'utiliser avant de se précipiter pour créer encore une fois de nouvelles règles et de nouvelles lois. Rothschild est un artiste qui a créé des Meta Birkin, qui sont des sacs Hermès sous forme de NFT, sur des présentations qui ne sont pas du tout les présentations de Hermès. Et il a été condamné par un jury aux États-Unis pour appropriation non autorisée des droits de Hermès.
par ailleurs, il y a eu un complément dans la condamnation puisque l'artiste a été condamné pour cybersquatting, pour avoir utilisé la marque dans un nom de domaine qui renvoyait à ses œuvres. La question sous-jacente qui était posée était de savoir s'il pouvait utiliser les droits de marque d'autrui sous le couvert du premier amendement et de la liberté d'expression. Et compte tenu du caractère commercial de son exploitation, ce droit lui a été refusé. En règle générale, ces réglementations sont ce qu'on appelle technologie agnostique, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas sensibles aux différentes technologies, et heureusement, parce que sinon on serait en permanence en situation de vide juridique à chaque nouvelle technologie. Les œuvres d'art, les NFT, ont une valeur. Les œuvres d'art, leur valeur est attribuée par les auctions, par les ventes aux enchères, et les NFT par le marché des NFT sur les plateformes telles que OpenSea, etc. Aujourd'hui, il faut savoir que ce que j'ai créé finalement, c'est tout simplement une œuvre d'art physique qui est reliée à un NFT pour avoir la traçabilité, le certificat sur la blockchain que c'est bien moi le créateur de cette œuvre et que finalement, ça, dans l'histoire de l'art, ça ne créera plus de problème dans le temps pour savoir qui a été le propriétaire, qui a été le créateur et toute cette traçabilité que vient fixer la blockchain en définitive. Dans l'art, il existait énormément de processus pour que les artistes puissent répertorier leurs œuvres, mais ça restait finalement des processus qui n'étaient pas sécurisés, puisqu'on peut avoir des catalogues raisonnés, on peut avoir un système de certificats d'authenticité, mais tous ces certificats d'authenticité qui sont des papiers qui finalement sont basés sur la bonne foi de l'artiste ou du galeriste qui vous le confie, n'ont pas de certification véridique basée sur, comme l'authenticité que peut avoir la blockchain, qui peut apporter vraiment un numéro sur la transaction donnée, etc. et avoir tous les papiers attribués à l'œuvre et à l'artiste à l'instant T. Donc c'est ça vraiment l'innovation dans la blockchain. Le métaverse est un écosystème très interactif. Il permet notamment de connecter directement le créateur ou la marque à ses fans ou ses spectateurs. I think there's a fascinating conversation going on right now about how we merge more traditional linear and streaming content into the new space, the metaverse. I think that whatever you create, you have to justify that creation, you have to justify its existence. So if something is perfect for more traditional platforms, that's fine. If you can use the metaverse as I said, an elevated way, an experiential way to connect with a fan or a viewer, then I think that's where the opportunity lies. So I think the metaverse can learn from us as storytellers, and we can learn from them as people who create in the metaverse. We can learn from them for how better to connect or connect in a different way to viewers. Avec l'explosion de l'intelligence artificielle, le métaverse devrait imposer ses nouveaux codes dans la création artistique, le divertissement ou la musique. Music is so universal, like it's the universal human experience. Our bodies are made up of water, so when you think about AI, it's like, does it have that potential to tap into what we can intrinsically as human? And then with the metaverse, I see it like one big creative art project. With metaverse, you can defy physics, you can embrace imagination, you can embark on storytelling. We're seeing an Cambrian explosion of AI and all these exciting new technologies. But with that comes a sense of being a little overwhelmed, and also like, how do you, as a human, embrace this technology and become a master, not a slave to it? I think humanity is in this interesting debate where we feel like we've created this technology, but it's now going so fast at an exponential rate that it's like out of our control. Wouldn't it be nice to use the metaverse like a big creative art project as kind of like Walt Disney's vision, like an experimental prototype community of tomorrow, where you can work together as a consciousness distributed intelligence network to conceive a future that we might all want to live in.
And even if it is in virtual reality, all these creations, maybe it might manifest and we build it in real life. And so that is like one of the biggest potentials, I think, of the metaverse. It's about some now. Ce grand rendez-vous du métaverse de Monaco a également été l'occasion de remettre les Muse Awards, qui récompensent ainsi les personnes les plus créatives dans ce nouveau monde numérique. John Linden, Mythical Games. We've seen a couple games in these new economies last year that hit kind of 1 million people, that's a good start, you know. And this year, I think we're going to see several games. I think we have 2 of them that are going to hit at least 10 million people. And the reason of that is really kind of leading with that experience, right? You don't need to know the behind the scenes, just like you don't know when you pay with a credit card, you're not really thinking about the payment gateways and the fraud management system. So that, you know, when you pay with a credit card, all these things happen. You don't think about that as a consumer, you just pay. And that's where we have to get to with these new economies. That's what's causing this massive adoption to happen. And I think we're literally just a couple years away from having hundreds of millions of people in these economies. And once that happens, the entire entertainment industry will be fully in. You know, we're seeing a lot of adoption already, but as soon as we get to that 100 million game, you know, or a 50 million player game, the entire industry is coming. The entire gaming industry is coming. The entire entertainment industry is coming. It's going to be a massive shift, and we're not that far out. On top of that, I think that's where people talk about the creator economy, right? The creator economy is coming from the next generation. This is the first economy, or first generation of consumers that live in these worlds. They've been brought up in these online digital worlds, and I think that's where it gets very powerful, is when you start changing this new business development layer in gaming. You start letting, you know, players that become stakeholders because they're creating content. Once you start letting that kind of evolve, I think we'll see, I mean, we're going to see a big economic change as well. So we're really excited on where this heads over the next 5 to 10 years. Certains travaillent pour rendre le métaverse plus fluide, plus rapide, mais également pour féminiser le web 3e génération qui reste très masculin. In order to bring the masses to the metaverse, we need a better user experience. It's still not there. Velas is working on the interoperability and cross-chain compatibility, so each and every brand's metaverse could operate on one platform. We're also working on extremely seamless user experience. That includes transaction finality, which we have the fastest in the space, being 1 second. Currently, the Web3 space is still extremely dominated by men. I think this is another key factor on gaining mass adoption, making it more accessible for women. De nombreuses entreprises se spécialisent dans la réglementation et la protection des droits d'auteur, comme Allen Bolden et sa société Ideal Exchange. For us, it was very important not only to be compliant, because we are a Web3 company and we utilize blockchain on the back end. We wanted to make sure that we were getting ahead of any future regulation by being compliant with the SEC, with FINRA, and then the equivalents here in Europe, which we are working on right now. And then as well as that, we have a partnership with the US Copyright Office, and then the equivalent here in Europe as well, where we are exploring how to make sure that people feel validated and safe with their trades. It's very much like on the front end, like a Kickstarter type of thing. And then on the back end side is more of your like a TD Ameritrade compliance type of thing, you know? And so we were really, really happy to get, you know, these things done.
Ce qui fait que ça rend pas nauséeux, c'est que c'est pas un principe de marche, ça fait sauter, ça fait se téléporter. Moi je pense que le métavers c'est quelque chose que les gens vont tous utiliser d'ici 2 à 3 ans, même s'ils ne le savent pas encore. Il y a énormément d'avantages, par exemple pour du tourisme, si on n'a pas forcément les moyens d'aller visiter un pays à l'autre bout du monde, on peut le recréer en réalité virtuelle. Pour des personnes par exemple à mobilité réduite, c'est incroyable parce qu'il y a énormément malheureusement d'endroits qui ne sont pas accessibles pour ces gens-là. Pour du business, par exemple, donc pour l'immobilier, pour faire essayer des biens qui n'existent pas encore, pour commander des produits par exemple. On essaye d'intégrer vraiment beaucoup du e-commerce à l'intérieur du métaverse. Donc plutôt que d'aller sur Amazon et de lire une centaine d'avis positifs, négatifs, etc., on peut avoir l'objet en main, le tourner, etc. On peut le commander directement depuis le métaverse et il est livré à votre adresse physique. Pour l'éducation et la santé, le métaverse, je trouve ça top parce que pour l'éducation, souvent on n'a pas besoin d'être présent physiquement dans une salle de cours. Donc si on sait qu'il y a un professeur d'anglais par exemple qui est le meilleur professeur, tout le monde peut se connecter en réalité virtuelle à ce cours. Et en fait lui en faisant une seule présentation, il peut toucher des millions de gens, éduquer des millions de gens. Donc ça peut être gratuit par exemple, ça donne accès à l'éducation gratuitement. Pour la santé, nous il y a un domaine qu'on essaye vraiment de développer parce que ça peut aider beaucoup de gens. Des gens qui ont besoin par exemple de voir un psychologue mais qui ont peur de se déplacer physiquement, de peur qu'on dise bon bah voilà cette personne va chez le psychologue, on peut faire des rendez-vous comme ça en réalité virtuelle. Ça mimique à peu près l'expérience de la vraie vie sans tout le stress qui est autour de se déplacer physiquement. Pour l'environnement, si on veut pousser la chose un peu loin, ça évite pas mal de voyages, que ce soit en voiture, en avion, d'aller faire un rendez-vous, on n'a pas besoin d'être là physiquement, on pollue sur le chemin aller-retour, on peut le faire comme ça. Ou pour du tourisme, si on se dit à l'autre bout du monde, j'ai envie de voir cet endroit précisément, mais ce serait 16 heures d'avion, autant le faire dans le casque depuis le confort de son canapé. L'immobilier, le tourisme en réalité virtuelle sont des secteurs qui ont tout de suite su utiliser le caractère immersif du Web 3. Alors avant, on était beaucoup sur de la photo en 360 degrés et on pouvait découvrir des espaces. Nous aujourd'hui, la différence, c'est qu'on n'est pas sur de la simple photo, c'est-à-dire vu qu'on a modélisé tout en 3 dimensions, on se déplace vraiment à l'intérieur, on n'est pas juste sur un effet de zoom qu'on peut avoir quand on va aller dans un lieu. Et après, la grosse différence, ça va être dans toute la post-production que l'on va créer, tous ces contenus multimédia qui vont être riches à l'intérieur de la visite. On va pouvoir intégrer des vidéos, des photos, des documents, du texte également, et on va pouvoir se connecter avec son propre avatar à l'intérieur de ces lieux. C'est-à-dire qu'on décide de rentrer dans un musée, on a la possibilité de customiser son avatar dès que l'on rentre dans le musée et de pouvoir découvrir les autres visiteurs qui eux aussi vont personnaliser leur avatar au début et de pouvoir rentrer en contact avec eux en échangeant avec un chat, une vidéo, etc. Et donc la vraie différence, c'est qu'avant il y avait un côté immersif et aujourd'hui il y a un côté interactif, je dirais. Et dans ce secteur, les innovations sont nombreuses. Pour moi, le métaverse, donc pour l'immobilier, s'agit de répliquer la réalité, tout simplement. Donc ça permet de se balader, de voir un bien qui se trouve ici et de tout de suite pouvoir rentrer dedans et de pouvoir l'acheter en quelques clics. La métaverse, c'est vraiment de pouvoir voir ce qu'on va acheter sans y être physiquement. Quand on fait une acquisition immobilière, il y a plusieurs visites du bien très souvent. Là, donc, ça permet de faciliter une visualisation, une projection, en particulier quand on est en train de parler de projets qui vont être construits dans le futur. Et on n'est plus simplement sur un modèle 2D ou des renderings, on s'immerge dedans, donc on peut naviguer, on peut avoir des visites virtuelles avec l'agent immobilier dans la métaverse et pouvoir voir jusqu'à amener de l'art, on peut amener ses meubles, on peut choisir, donc c'est vraiment customiser le bien et de gamifier l'environnement. La métaverse est encore très peu régulée, on va dire, en 2023. On est en train d'établir les protocoles au niveau européen, donc il faut se préparer pour être dans les clous et d'avoir un business. Donc c'est encore un peu le Far West, mais par contre, au niveau de la blockchain, là c'est très réglementé et ça va évoluer par le futur. Et donc une société comme la nôtre s'attache à respecter la loi. On n'est pas là pour faire du blanchiment d'argent, on n'est pas là pour faire des choses qui sont illégales. Il y a beaucoup de choses à respecter. On est vraiment dans un univers qui est décentralisé et qui est transparent. Il y a une collecte d'informations qui est immuable
qui permet ensuite d'amener ça aux auditeurs. S'il y a besoin, s'il y a une jurisprudence qui sera mise en place, on peut retourner s'il y a un problème, on va dire, légal, un problème, il y aura vraiment tous les documents qui seront accessibles. Et on peut imaginer aller plus loin et en mettant la construction, quand il y a un problème, par exemple à Dubaï, une tour qui peut brûler, à qui incombe la responsabilité. Donc il y a beaucoup de temps dans un travail de recherche. Mais là, vu que tout le data est stocké de manière immuable à la transaction et passé de transaction en transaction, on peut revenir à l'origine de ça. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Monte Carlo Riviera. On se retrouve très vite sur les antennes de TV5 Monde. Au revoir à tous.